Alright, bienvenue au monde de la course. On a une édition spéciale parce qu'on a deux invités pour la première fois. Je reçois Marie-Lou Ferlandaigle et Véronique Giroux de la FQA. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci de nous avoir invités. Ça me fait plaisir. Le plaisir est pour moi. Donc, dans le fond, aujourd'hui, c'est une édition spéciale aussi parce que aujourd'hui, ça a été décidé quelles seront les courses de la Coupe du Québec, qui est un nouveau projet moi, j'ai bien hâte de savoir tous les détails. Et en fait, en ce moment, on est en avance avant le dévoilement, mais en exclusivité, on a donc ces informations qui vous seront dévoilées au public. En ce moment, quand vous l'entendez, ça vient d'être sorti. Là, en ce moment, on est en avance. Avant de commencer de parler de la Coupe du Québec, je veux avoir un peu de contexte à qui je parle. Puis aussi, je pense que ça intéresse quand même du monde de savoir c'est qui travaille à la FQA. Je vais commencer avec Marie-Lou, vu que tu es plus proche de moi. Donc, bon critère, bon argument. j'aimerais que tu me parles un peu de ton parcours dans le monde de la course. Donc, qu'est-ce qui t'a amené à la course? Alors, moi, j'ai commencé à courir en 2009, donc il y a maintenant 10 ans. Au départ par moi-même, un peu pour suivre les traces de ma maman, qui courait déjà de son côté. Et assez rapidement, l'année suivante, j'ai commencé le cross-country au niveau collégial. Je me suis découvert une passion. J'avais une excellente entraîneur à ce moment-là. Et par la suite, l'année suivante, donc en 2011, quand j'ai commencé mon parcours universitaire, j'ai intégré l'équipe du Rouge et Or avec Félix-Antoine qui était à sa première année comme entraîneur-chef. Puis je suis demeurée dans ce groupe-là, dans cette équipe-là, tout au long de mon parcours universitaire, donc de 2011 à l'année dernière, à tout récemment. Au cours de ce parcours-là, j'ai touché un petit peu à tout. J'ai touché à la piste intérieure, à la piste extérieure, au cross-country à l'automne, beaucoup de courses sur route aussi au travers de tout ça. Fait que j'ai été un petit peu polyvalente d'une saison à l'autre en suivant les circuits universitaires, mais aussi en faisant en allant au niveau de la course sur route l'été pour me changer d'air un petit peu. Plus longue distance, donc demi-fond long. Puis voilà, aujourd'hui, en changeant de ville, en déménageant ici, nécessairement, j'ai changé d'entraîneur, j'ai changé de groupe d'entraînement aussi. Mais je fais toujours les mêmes choses. Je continue à courir, je continue à m'entraîner, puis j'ai encore des beaux objectifs dans la suite des choses, dans les prochaines années. C'est quoi que t'aimes autant à propos de la course? C'est quoi versus un autre sport, mettons? Ah, ça c'est facile, c'est tellement accessible la course à pied. Tu peux faire ça n'importe quand, le matin, le soir, le midi. Ça prend pas beaucoup de matériel, c'est pas compliqué, t'as pas besoin de te déplacer trop loin. Je peux amener mon chien avec moi souvent. C'est quelque chose aussi que t'as pas besoin d'avoir une technique, un talent extraordinaire au sens où c'est ta patate, ton cœur, puis après ça, je trouve que c'est un sport accessible, tu sais, à tous les âges, tous les niveaux. Puis c'est quelque chose que tu peux partager facilement avec beaucoup de monde. Tu sais, il y a des gens avec qui je vais courir que c'est pas des coureurs, c'est des sportifs, ils ont d'autres sports, mais ils sont capables de courir. Parce que courir, t'es capable de courir comme t'es capable de marcher, tu sais, fait que jusqu'à une certaine limite, là, mais dans le sens que ça se partage bien comme sport. C'est ça. Non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Selon moi, c'est le sport le plus démocratique au monde. C'est qui, à part peut-être si on disait la marche, mais je dirais course, c'est vraiment, tu vois ça, on voit ça vraiment comme un sport. Tu sues beaucoup, puis n'importe qui peut faire ça. Donc je trouve ça que c'est. À moins que tu aies des gros problèmes de genoux, mais là, ça, c'est une autre affaire. Mais on rentrera pas dans ces détails-là. Ouais, non, ça arrive à tout le monde. Puis, non, c'est pour ça, moi aussi, je suis bien d'accord avec toi. Là, si on va à toi, Véronique, toi, tu as un parcours un peu différent. Si on regarde Marie-Lou, elle, c'est un peu le parcours peut-être un peu plus classique, si on veut, entre guillemets, de passer sur le circuit scolaire, universitaire. Toi, c'est quoi le tien? D'abord, ça fait pas mal moins longtemps que Marie-Lou que je cours. J'ai commencé à courir il y a peut-être 3 ans. Puis j'avais pas des objectifs de performance. Moi, j'ai commencé à courir pour perdre du poids. Puis heureusement, ça a fonctionné. Je trouvais ça le fun. Puis moi aussi, je me suis découvert une passion. Et de fil en aiguille, là, j'ai commencé à faire des plus longues distances. D'ailleurs, en avril, je vais courir mon 5e marathon à Boston. Donc, c'est dans 4 semaines. Là, j'ai quand même hâte.
Et depuis juillet, j'ai commencé la piste. Donc non, ça fait pas très longtemps que je fais de la piste. Je suis coachée actuellement par Doris Langlois. Bonjour Doris. Puis j'adore ça. J'ai des beaux objectifs. Puis je demande pas mieux que d'atteindre ces objectifs-là à court et moyen terme. Donc toi, tu avais quand même des motifs différents un peu. C'est peut-être plus les motifs qui viennent rejoindre un peu plus, je pense, la majorité de la population, si on regarde en termes de, tu sais, le monde qui vont faire leur jogging, juste, je veux perdre du poids, je veux être plus, je veux me remettre en forme, puis... Être bien dans sa peau, souvent aussi. C'est ça, puis c'est souvent, c'est ça, puis tu sais, de plus en plus tu le fais, à un moment donné, tu réalises c'est pas juste physique, mais aussi psychologique, tu sais, les bienfaits que ça approche. C'est comme une thérapie, je pense que pour tout le monde, peu importe les niveaux, peu importe tes objectifs, à moyen, long terme, peu importe où tu le pratiques, la piste, la route, en salle, cross-country, etc., c'est juste vraiment plaisant, puis c'est facile, en effet, comme tu as dit tantôt. Puis ça te donne vraiment une drive, ça te donne comme tu t'identifies à de quoi, ça te donne de quoi comme un but un petit peu, je trouve, d'avoir toujours des objectifs qui se suivent, que ça continue, contrairement à si tu contrastes avec d'autres sports comme... Tu sais, des sports qu'à un moment donné, ça finit, un moment donné. Tu sais, tu regardes... c'est sûr, hockey, là, des fois, tu peux continuer, tu peux avoir des clubs après. Je comprends ce que tu veux dire, mais c'est sûr qu'il y a du positif, du négatif dans tous les sports. Je pense que chaque sport a sa force, puis moi, j'ai touché un peu à d'autres choses quand j'étais blessée ou avant même de courir. Puis, mettons les sports d'équipe, quand j'étais au secondaire, j'ai fait un peu de soccer. Sinon, là, depuis quelques mois, j'ai une blessure, fait que je fais beaucoup de natation. Je découvre du positif quand même dans ces sports-là, même si mon coup de cœur, ça reste la course. Puis, mais pour ce que tu as dit, je trouve que la course, effectivement, il y a certains sports d'équipe que ça va être plus difficile de poursuivre dans le temps. Par exemple, le soccer, bon, je connais pas les détails, mais de ma vision, tu vas jouer beaucoup au soccer dans ta jeunesse, mais par la suite, rendu à 50, 60 ans, c'est peut-être moins accessible de jouer dans une équipe de soccer récréative. Il y en a probablement, mais je pense que la course, ce qui est le fun, c'est que tu peux toujours faire ça à tous les âges chez vous. Dans des clubs de course, il y en a de tous les âges aussi. Fait que j'ai l'impression, du moins, que c'est peut-être un peu plus intemporel que certains sports. D'abord, c'est un sport individuel, là, donc on peut le pratiquer quand on veut, comment on veut. C'est comme le vélo, la natation. À un moment donné, on finit nos études, on rentre sur le marché du travail, puis on a des contraintes de temps aussi. Les parents qui ont des enfants et tout, là, je pense qu'un sport individuel, peu importe c'est lequel, c'est beaucoup plus facile à pratiquer. Le côté logistique, définitivement. Vraiment. Définitivement. Là, j'avais une question qui était un peu destinée à Marie-Lou, celle-ci. Je veux savoir, est-ce que tu as vu des différences dans le style d'entraînement entre Québec et Montréal? Parce que souvent ça c'est une discussion que j'avais avec John Paul au dernier podcast, mais comme en dehors de ça, comme on disait, il y a le style un peu anglais, le style anglophone versus le style francophone. Peux-tu nous parler, est-ce que tu vois une différence un peu dans les styles? Je vais te répondre peut-être plus d'une différence personnelle, donc comment moi je le vis, plus que c'est ça qu'on veut. Plus qu'une analyse du coaching de chacun. Là. Donc, moi, c'est sûr qu'une chose que je remarque, c'est que j'ai été pendant plusieurs années, donc avec Félix pendant près de 8 ans, avec le même groupe d'entraînement, la même structure, le même environnement. Alors, c'est sûr qu'après toutes ces années-là, tu en viens à avoir des habitudes qui sont très ancrées. Puis, tu as des repères qui sont très forts aussi. Donc, tu te connais sur le bout des doigts. Tu n'as plus grande surprise quand tu vas à l'entraînement. Tu connais l'entraînement, tu le lis là, les yeux fermés ou presque. Puis tu lis même presque dans les pensées de ton entraîneur d'une certaine façon. Là. Donc, ça vient que tu as un certain confort, ou du moins, pas confort, mais bref, c'est comme un emploi que tu aurais depuis des années. Tu es super bon dans ce que tu fais, puis tu es confortable, tu es efficace, etc. Fait que c'est sûr que de changer complètement de ville, de groupe, d'entraîneurs, ça reste un peu effrayant ou déstabilisant parce que tu as un petit peu peur de reculer dans ce que tu as déjà bâti ou de repartir à zéro, même si c'est pas tout à fait ça. Mais moi, je dirais que dans mon cas, c'est un changement qui a quand même été plus positif que négatif. J'étais prête à ce changement-là, j'en avais besoin. Puis, je pense que aussi,
c'est intéressant d'apprendre des choses d'une personne ou d'un groupe, mais tu peux apprendre autant ailleurs. C'est-à-dire que moi, j'ai appris beaucoup de choses avec Félix, avec le Rouge et Or. Comme quoi? Par exemple, aussi simple que j'aurais pas aujourd'hui le niveau que j'ai, la discipline que j'ai, puis mettons la combativité que j'ai à l'entraînement ou en compétition si j'avais pas passé par le Rouge et Or, si j'avais pas eu Félix comme entraîneur. Donc, j'ai acquis beaucoup de choses de par ce passage-là. Mais j'en apprends d'autres différentes avec John, puis pourtant, ça fait des années que je m'entraîne, mais quand j'ai commencé à m'entraîner avec John, j'ai fait « c'est aussi nouveau. » Comme quoi? Je dis nouveau, mais par exemple... comme une autre perspective. Une autre perspective, c'est ça, dans le sens que j'ai quand même... j'ai étudié aussi en kin, comme toi, tu étudies en éducation physique, là, je pense. Il y a des notions que j'avais, mais que j'avais pas nécessairement appliquées. Puis il y a d'autres choses quand même que j'ai appris par John, par exemple. Avec John, on fonctionne beaucoup plus en temps d'effort qu'en distance. Je l'avais déjà appliqué peut-être comme en coachant, mais je l'avais pas vécu si souvent que ça. Avec Félix, on était beaucoup en distance. On s'entraînait beaucoup sur piste intérieure. L'hiver, moi, j'ai toujours fait mes entraînements d'intensité, de qualité plus à l'intérieur. Là, je me retrouve avec un groupe qui s'entraîne beaucoup à l'extérieur. Donc, j'apprends à essayer d'avoir du plaisir dans les rues de Montréal l'hiver. En temps d'effort, en temps d'effort, j'aime ça aussi parce que tu as une autre perspective sur l'entraînement. Je te dirais que moi, avec mes dernières années, j'étais très focus, c'est un anglicisme, mais j'étais très concentrée sur les chronos, les temps. Puis, j'accordais de l'importance beaucoup à les entraînements individuellement. Il faut réussir l'entraînement, il faut le gagner. Même si je savais que, j'avais accordé aussi une importance au processus, mais je le fais peut-être plus maintenant. Alors, je vois ça plus comme un processus. Puis, comme la grande oui, dans le sens où, c'est ça. Maintenant, mettons, l'entraînement, est-ce qu'il a bien été ou pas, ben ça dépend presque plus de mes temps d'entraînement en tant que tel. C'est pas tout à fait vrai, là, mais c'est dans le sens que c'est un petit peu la nuance que je fais aujourd'hui. Puis, sinon, juste le fait de s'entraîner, par exemple, avec John ou avec Athlétisme Ville-Marie, les gars et les filles, on s'entraîne ensemble, c'est-à-dire qu'on va partir, les départs sont en même temps. Fait que si on fait... puis c'est vrai, à Québec, c'est... OK. À Québec, on avait, par exemple, mettons qu'on faisait 4 fois 1 kilomètre, pour dire de quoi, les gars partaient, puis les filles après. Des fois, on partait ensemble, mais au final, vu que les gars étaient tous de niveau... plus fort que les filles. C'était plus homogène comme niveau. Ça faisait en sorte qu'après une rep, on les voyait plus, puis c'était toujours gars et filles. Là, ça, c'était pas juste sur la piste aussi toujours en cross aussi. Les échauffements aussi, souvent, les gars partaient de l'autre côté, les filles de l'autre. Fait que il y avait ça qui était peut-être un peu différent, alors que là, en ce moment, comme c'est un groupe qui est nécessairement un peu plus récréatif aussi, je me retrouve à avoir des gars de ma vitesse, plus que quand j'étais avec Félix. Fait que ça fait en sorte que quand je cours, quand je fais mes entraînements, j'ai pas juste des filles avec moi, genre des gars aussi. Puis ça, c'est le fun, c'est intéressant. Mais ça t'aide, tu sais. Des fois, t'as pas personne de ton niveau, mais exact, là, même d'avoir... Exact, fait que non, la dynamique est différente, c'est le fun, il y a vraiment, tu sais, moi, il y a vraiment du positif, du négatif dans les deux. Du négatif, là, il n'y a pas vraiment de négatif, mais... il y a des forces, C'est des choses que j'aime plus maintenant, que j'aimais moins avant, mais à l'inverse, ce que je retiens, c'est vraiment que le fait de changer, de découvrir quelque chose de nouveau, c'est la nouveauté puis le changement qui m'a apporté quelque chose, plus que cette personne-là ou l'entraînement c'est mieux fait que l'autre, c'est pas vraiment ça. Puis en fait, le message que moi je retiens, c'est qu'il y a plus qu'une bonne façon de s'entraîner, tout simplement. Puis ça dépend de la personne, puis ça dépend du temps où est-ce que tu es dans ta vie. Exactement. Fait que c'est la principale chose que je pense que je vois comme qui ressort de ça, là, c'est que tu peux il y a vraiment plusieurs façons d'arriver à ton but puis de s'entraîner. Il n'y a pas juste une méthode, il n'y a pas juste une bonne façon de faire. Puis c'est de trouver ta façon à toi, puis voilà. Non, je trouve ça intéressant ce que tu disais. Mais c'est ça, comme les filles puis les gars, j'ai l'impression c'est aussi une affaire de universitaire. Comme à McGill aussi. C'est normal aussi parce que tu sais, les gars, il y a des standards pour entrer dans l'équipe. C'est ça, donc c'est très homogène. C'est ça, nécessairement ta meilleure fille, c'est rare qu'elle va être avec les gars. C'est pas moins bonne que ton dernier gars. Fait que tu as deux groupes
puis ça reste naturel. C'est pas parce qu'on Ouais. veut nécessairement séparer les gars et les filles. Il y a probablement des bonnes raisons à le faire quand même, mais ce que je veux dire, c'est que c'est plus... ça va de soi, puis Ouais. c'est juste comme ça. Ouais. Alors que quand tu es dans un groupe que tu as des niveaux différents, puis tu es un petit peu plus... tu as moins d'homogénéité, donc ça s'étend plus, ben nécessairement, tu as des mélanges, puis ça devient moins pertinent de séparer les gars et les filles, parce que Ouais, là, tu as un gars puis une fille exactement c'est du même... anti-productif. C'est ça, c'est Entre ça. hommes et femmes, des fois, le challenge est différent. Ah ouais, les absolument. gars veulent pas se laisser Exactement. dépasser. Ah, ça, ils je vont- vois. Ah oui, ça, j'ai des modes de... Ça, ça a dû être intéressant là, de Oui, trouver j'ai un trouvé gars qui a ça, été de ton niveau. Là, ouais. des fois, de voir l'orgueil masculin. Ben, je trouve ça cute, ça me C'est dérange bon. pas. Ouais, Je c'est trouve, cute. dans le Ah, non. sens, c'est pas malsain, en tout cas dans le club actuellement, Ah, là, à Ah, ouais. Athlétisme Ville-Marie, c'est loin d'être quelque chose de négatif. Là. Ah ouais. Non, ça c'était une affaire, ça j'avais remarqué dans le temps, tu sais, Mélanie, au début, elle battait une couple de gars, Mhm. puis là, mais là, tu sais, souvent il y a comme un peu, c'est pas une rivalité totalement saine, là, Ouais. mais c'est ça que, là, il est comme, ah non, là, je veux pas la laisser me dépasser, mais là, à un moment donné, maintenant, les gars, ils se laissent dépasser par Ouais, les ils sont comme, c'est correct, là, Regarde. dans une autre ligue. Ouais. Mais c'est ça. Puis ça, je trouve ça aussi intéressant, comme tu disais, c'est ça, d'aller par temps versus par Ouais, distance. ben, parce- nécessairement, vu qu'on est moins sur la piste avec John, je pense que on Ouais, a piste, tu vas par c'est distance. ça, à la tandis piste, on que- était souvent. Puis Ouais. même quand on allait dehors, mettons, on faisait des boucles résidentielles, si ça arrivait, Ouais, les 2 kilos. c'était presque toujours mesuré. Ouais. Fait que moi, j'étais habituée, je connaissais mes temps, mes distances, puis alors que là, ben, j'étais un peu plus perdue, je te dirais, mais c'est pas grave. T'es Ouais. encore en adaptation, dirais-tu que t'es encore. Ah oui, dans j'ai cette- pas... ouais. oui, Ça fait quasiment un an, mais c'est encore un ben là, processus. faut Oui, dire ça. que j'ai été blessée quelques Ouais, mois, fait aussi. que c'est pas un vrai... Puis non, ça fait pas encore un an, c'était à peu près... Non, ça fait quasiment un an. Ouais. Ça fait comme 9 mois, mais là, on enlève le temps blessé. Puis... Ouais, c'est ça. Fait Ouais. que non, je pense que je suis pas encore adaptée à 100%, mais c'est pas grave, ça prendra le temps que ça prendra. Puis en fait, ça serait même dommage que je sois déjà adaptée, parce que ce Ouais. que ça veut dire, c'est que j'en ai encore à apprendre, puis je vais encore Ouais. évoluer, tu sais. Si déjà je serais... Ah, ben, c'est fait, c'est réglé. Ben non, je trouve que c'est intéressant le fait que je vais m'adapter encore plusieurs mois, puis peut-être plusieurs années, puis c'est bien parfait comme ça. Non, J'ai c'est l'impression ça. d'être une débutante à nouveau, puis Ouais. de progresser en flèche. Mais c'est le fun, c'est que... Pas tu sais, sur papier, là, mais... Non, mais je trouve que c'est ça, comme tu dis, ça prend le changement. Comme, tu sais, là, ça fait un bout. Comme au début, j'étais plus partant. Là, après ça, quand j'ai découvert la piste intérieure, là, on allait vraiment par distance. Puis là, j'étais comme, ah, mais c'est le fun parce que tu sais que si tu pousses un peu plus, tu vas finir un peu plus tôt. Fait que, tu sais, ça te motive extra à garder la Hey, vitesse. ça, c'est vrai, par exemple. Ouais, Ouais. ça, je trouve que c'est ça qui est rough souvent quand t'es dehors puis que c'est pénible. Ton 4 minutes, il va durer 4 minutes pareil. C'est ça, peu importe ce que tu donnes d'effort, fait que tu sais, des fois t'es un peu motivé à laisser un peu. Mais en même temps, je vois qu'il y a un bénéfice à y aller partant en termes de, tu sais, ta force mentale, là, tu sais. Tu te dis, je vais souffrir autant longtemps, mais je continue de souffrir Ouais, parce que ouais. je décide de ça. Ouais, Parce que c'est différent. Comme tu dis, ben, en temps, moi, ce que je trouve qui fait moins de sens, ben, c'est une façon de parler, c'est Ouais. que quand tu arrives en compétition, tu as des kilos, puis ton kilo Oui. est fini là. Oui, Alors qu'en entraînement, ben, tu sais, oui, ta minute, elle va finir, mais c'est comme un peu plus abstrait pour moi Oui. que de dire, ben, la ligne est là-bas, je la vois. Là, je sais pas où la ligne, je sais juste qu'elle est dans 30 secondes. Fait que c'est juste ça, le petit... c'est chaud. Ok, ça. ouais, non, mais selon moi, c'est bon d'avoir des deux. Ouais. Vraiment, d'aller un peu plus la force mentale, si on veut, avec le temps. Puis aussi, le temps, c'est adapté au niveau de n'importe qui. Fait que, tu sais, si tu as des gars puis des filles, puis là, tu te dis, fais la même distance au gars Ah, aux filles, ben là, oui, ça il y a peut une faire un question problème, de là. logistique à l'entraînement Ouais, aussi. Tu c'est sais, ça. comme coach, si c'est un groupe qui est plus hétérogène, ben nécessairement, ça va être plus facile à gérer si on fait au niveau en temps d'effort qu'en distance. Parce que là, si on y va en distance, mais que tu as un débutant puis un élite, ça va être différent comme gestion d'entraînement. Fait qu'il y a ça aussi, là. Ça permet que tout le monde finit puis part en même temps. Fait que ça, c'est bien, là. Voilà. Là, on va passer à une question qui est plus pour Véro. Plus ça a l'air une question un peu agressive comment je l'ai wordée, mais tu sais, Wordée. J'ai peur. non, mais la question que j'avais écrite, c'est penses-tu que tu as manqué quelque chose en n'ayant pas passé sur le circuit universitaire? Mais dans le fond, ce que je veux dire par là, c'est un peu c'est quoi ta perspective en tant que personne que tu sais, t'es rejoint
as rejoint le monde de la course un peu plus tard dans ta vie. Tu n'as pas passé par le parcours universitaire que beaucoup des gens de l'élite passent par, mais tu as quand même des temps, tu fais Boston, ce qui est, si on veut, quand même plus proche de l'élite. C'est relatif. Relativement parlant, mais tu sais, on compare à la majorité des coureurs, il y a beaucoup de monde que c'est leur but ultime de aller à Boston, puis toi, tu l'as fait relativement facilement, tu sais. Fait que, ben dans le fond, c'est ça. Je veux savoir, c'est quoi ta perspective? Comment est-ce que tu perçois les choses de ta perspective de personne qui n'a pas passé par le parcours universitaire? Comment tu vois la course? Ben, moi, je regarde en avant. Puis je me dis, j'ai eu un parcours qui est propre à moi, comme chacun d'entre nous. Puis si c'était à refaire, je sais pas si je le ferais. Parce que quand je repense à mon parcours universitaire, je pense pas qu'à ce moment-là, j'aurais eu la discipline de faire ça. Puis, comme j'ai dit tantôt, ça fait juste 3 ans que je cours, donc j'avais pas commencé à courir encore quand je suis rentrée à l'université. Puis, c'est ça, là, moi, j'ai juste 24 ans, donc je pense que j'ai plein de belles années encore devant moi pour m'améliorer et tout. Puis, j'ai plein d'objectifs en tête. C'est ça, là, honnêtement, je pense pas que je l'aurais fait. Je pense pas que j'étais prête à ça. Tu penses pas, même si tu avais à faire le choix, tu reviens dans le passé, tu te dis ouais, mais à ce moment-là, c'était juste comme. Je peux pas savoir. Mais ce que je sais, c'est que depuis 1 an, depuis quelques mois, encore plus depuis que je travaille pour la fédération depuis 4 mois, presque 5 mois, je côtoie des athlètes qui, eux, ont fait le parcours universitaire. Puis, sans contredit, là, c'est vraiment des personnes, pour la majorité, qui se sont épanouies pleinement dans leur sport. Puis ça, c'est vraiment une belle chose. Est-ce que si je l'avais fait, je me serais plus épanouie? Est-ce que je serais meilleure? Ben oui, c'est sûr que je serais meilleure. C'est sûr que j'aurais touché la piste avant juillet dernier, là, tu sais. Mais ça m'apporte quelque chose de super bien, de super bon en ce moment, puis je progresse en flèche depuis que je cours sur la piste. Et j'écarte pas la possibilité non plus de toucher, là. De toucher, tu sais. Un cross-country la saison prochaine, 3000 mètres indoor dans 2 ans, je sais pas, mais ça m'a ouvert vraiment plein de portes, puis c'est ça. J'ai tendance à croire que l'avenir réserve des belles choses. Puis encore une fois, je suis très jeune. Donc, Oui, puis comme je te disais l'autre fois, c'est que oui, elle n'a pas passé par le parcours universitaire, donc il y a des choses qu'elle n'a pas vécues de par ce passage-là, mais elle a quand même vécu des choses que beaucoup de coureurs universitaires n'ont pas encore eu la chance de vivre. Là, c'est comme ça, elle c'est a 4 marathons à son actif déjà. Je vais faire mon 5e, mais j'ai un parcours atypique. T'sais, on dit souvent, pour être plus rapide sur le plus long, il faut que tu sois rapide sur le plus court. Oui, on entend tout le temps ça, puis moi, tu sais, c'est sûr, moi j'ai la tête dure, puis moi je dis, mais oui, mais moi j'aime les marathons. Mais rien n'empêche que tu peux faire... je pense qu'il y a plusieurs écoles de pensée. Puis actuellement, mon niveau sur le plus rapide est exactement le même que sur le plus long. Mais chez des athlètes, tu vas avoir des forces d'endurance qui sont décuplées par rapport à d'autres. Puis chez d'autres athlètes, tu vas avoir vraiment là, une autre force d'endurance différente au niveau des distances plus courtes. Mais en ce moment, mon niveau est le même dans tous les types de distances. Est-ce que je veux miser sur le plus court? Peut-être, je sais pas. Je suis plus une fille de feeling. Est-ce que je vais m'écœurer de faire des marathons après Boston? Ça se peut. Donc, seul l'avenir le dira. Non, faut... À suivre. À suivre. Mais non, c'est sûr, il faut que tu le vis. Puis je trouve que c'est aussi, tu sais, tu y vas par... À un moment donné, si tu le vis, là, OK, on va passer à autre chose. Puis ça prend un peu de variété, tu sais. Moi, après mes 2 premiers marathons, j'ai fait, bon, OK, là, je vais faire de la piste, je vais faire du cross-country. Mais là, me dire, après 5 ans, là... de piste, là, que j'avais hâte à mon prochain marathon. T'avais hâte de changer, Ouais, fait que, mais ouais, puis tu sais, tu disais, j'ai un parcours atypique, mais tu sais, je pense pas qu'il y a beaucoup de coureurs qui ont des parcours typiques. On a tous si on veut, là. C'est ça. On a toute notre petite histoire aussi. Tu sais, puis c'est ça, c'est quoi un parcours typique? Tu sais, moi, techniquement, je faisais pas de course avant le cégep. Okay. Tu sais, puis la plupart des coureurs, tu regardes, surtout de ton niveau. C'est ça, le niveau élite, souvent, là, ils ont commencé ça, l'école secondaire, quelque chose du genre. Même avant ça. C'est ça, là, même avant, là. Tu sais, c'est quoi un parcours typique? Normalement, on entend souvent dire que mon seul point, c'est que lorsqu'on arrive sur du plus long, c'est parce qu'on a un long historique de piste, de cross, on a fait des courtes distances, puis là, la préparation mène à dire, bon, mais là, t'es rendu à l'âge où est-ce que physionomiquement, t'es prêt
à performer sur du plus long. En ce sens, j'ai un parcours atypique, mais c'est vrai qu'il y a plein de coureurs qui, leur but, ils commencent à courir, puis ils veulent faire un marathon, puis c'est leur rêve. Ouais. Ben, toi aussi, je pense que tu as fait un marathon quand même tôt. Là, Ben, c'était ça. Moi, c'était exactement ça. C'était tu sais, le classique, j'ai envie de faire un marathon, j'ai envie de me prouver, tu sais. Puis j'ai l'impression que c'est rendu quasiment... C'est pas rendu typique, mais il s'est rendu, il n'y a plus vraiment de typique. Hein. Si on regarde dans la course en général, je trouve de plus en plus, c'est juste, tu sais, c'est le monde qui vit leur rêve. Moi, j'ai envie de faire ça, je vais le faire. Puis tu sais, c'est sûr, là, faut pas encourager, mettons, tu sais, quelqu'un à faire ça pour, tu sais, quand ils sont comme vraiment trop jeunes, puis que là, tu te mets à risque. Là. Marathon à 14 ça. ans. Là. C'est ça, ou qui ont pas l'entraînement souvent, puis tu sais, moi-même, j'ai fait l'erreur. Tu sais, après mon premier marathon, là, j'avais les genoux pétés pendant 1 ou 2 mois. Là, tu sais, ouais, tu sais, mais tu sais, peu importe ce qu'on m'aurait dit, j'aurais fait, j'aurais fait un petit, lever un petit doigt, puis dit, ben je m'en fous. Puis j'ai l'impression que beaucoup de monde c'est de même, puis tu sais, c'est correct, là, on va pas essayer d'empêcher personne, mais c'est sûr, je pense que c'est plus sage quand tu regardes ça après du recul, c'est ça, de passer quand même, faire un des 5, faire des 10, mais c'est sûr que la tentation est... C'est le fun, la longue distance. Ah, on aime ça. Montréal, là, la foule, tout ça. En tout cas. Bref, on va avancer. Je voulais aussi savoir, c'est ça, on parlait un peu de Varvaro. Comment est-ce que vous avez rejoint la FQA? Chacun, on va commencer par toi, vu que tu l'as rejoint plus récemment. Oui, je l'ai rejoint depuis 5 mois. Avant ça, j'étais chez Groupe TVA en tant que coordonnatrice aux communications. Ça a été vraiment un bel emploi. Ça m'a permis d'acquérir une grande expérience au niveau de l'événementiel, au niveau des relations de presse, de la coordination. Oui, j'aime le monde de la télé. Je vais toujours aimer le monde de la télé, mais c'est différent que le monde professionnel dans lequel j'évolue actuellement. Puis j'ai vu passer l'offre d'emploi de la FQA, puis je vous mentirai pas, là, j'ai appliqué tout de suite, puis j'ai passé l'entrevue. Ça s'est bien passé, puis je trouve qu'on est une super belle équipe, on est jeunes, créatifs, on a plein de beaux projets en tête, puis c'est très gratifiant pour moi de travailler C'est quoi ton poste? C'est quoi ton poste exactement? Actuellement, coordonnatrice aux communications et marketing. OK. Et puis, en gros, c'est quoi que tu fais, juste pour donner une idée aux gens? C'est quoi que ça fait une coordonnatrice en communication marketing? En fait... Laurent, vous connaissez tous Laurent Godbout, il a quitté, lui il avait ce poste-là si on veut, mais là, le premier poste à temps plein aux communications a été créé suite à son départ. Puis c'est moi qui gère toutes les communications qui sont émises par la fédération sur les réseaux sociaux. Donc, et c'est à la fois un travail qui est journalistique, c'est un travail qui touche aux relations de presse. Là, entre autres, on a les championnats canadiens cet été, donc il va y avoir beaucoup de relations médias, de coordination événementielle. Il y a de la gestion de communauté qui est faite aussi. Et il y a énormément de choses, donc je pense que ça prend un bon esprit de coordination et de gestion des priorités, mais j'aime le challenge, donc c'est ça. Je travaille beaucoup en équipe aussi, parce vraiment. que, exemple, mettons, moi, comme la Coupe du Québec, c'est plus moi qui m'occupe de la structure du concept, mais pour le mettre de l'avant, le partager, le faire connaître, le promouvoir, ben je vais m'asseoir avec Véro, puis elle me dit, OK, on va se faire un plan de match. Puis là, fait que, tu sais, je trouve que ce qui est le fun, c'est que Véro, dans l'équipe de la FFD, ben c'est un peu un des points centraux parce qu'elle va parler, elle va travailler avec tout le monde. Projets. C'est ça, fait que c'est à des niveaux différents. Si on veut promouvoir la Coupe du Québec à 100% puis faire valoir cette nouveauté historique-là au Québec, ben, c'est sûr que les communications émises vont être plus intenses, plus poussées, plus agressives que si on veut promouvoir, par exemple, une compétition locale. On va y aller de façon moins agressive, mais c'est sûr que dans tous les cas, on veut valoriser tous nos niveaux de compétition, là, par exemple au niveau de l'initiation, au niveau au niveau plus élite, mais c'est le fun de s'asseoir en équipe et de se dire, OK, c'est quoi la stratégie, est-ce que ça te convient, qu'est-ce qu'on fait, à quel moment, puis on gère tellement d'événements à la fédération que c'est beaucoup un travail stratégique parce que on doit essayer de tout emboîter ces stratégies de communication-là de façon à ce qu'il n'y en ait pas une qui jette de l'ombre sur l'autre parce qu'on veut valoriser tous nos publics. Puis
tant les enfants qui sont à Sept-Îles en fin de semaine pour les premières foulées Bruni-Surin, autant qu'on veut promouvoir exactement la Coupe du Québec, les coureurs récréatifs. Il y a beaucoup de choses à couvrir. Ouais, vraiment. Puis je pense que c'est un gros casse-tête de s'occuper de tout ça, mais tu le fais très bien. Mais c'est le fun, on aime ça les challenges. Puis je pense qu'il était temps qu'il y ait un poste temps plein qui soit créé parce que on est en pleine expansion. Ben c'est ça que ça m'amène à un point, c'est ça, c'est la FQ a créé un nouveau poste pour toi, ton poste Mon poste, c'est Judith qui l'avait. Ouais. Mais c'est quoi exactement, juste pour donner le contexte avant qu'on en parle? Coordonnatrice course sur route et trail. Ouais. Donc moi, je m'occupe spécifiquement du secteur de la course sur route et trail, des événements de course sur route, des affiliations, etc. Donc Judith s'occupait de ce poste, mais puis là, pas par cœur, mais je crois qu'elle avait moins d'heures que ce qui m'est accordé, puis elle travaillait à distance aussi. Je pense pas qu'elle habitait à Montréal même. Donc, ce qui est différent, c'est que moi, je suis un peu plus présente au bureau, parce que je travaille là tous les jours. Au Stade olympique. Oui, au Stade olympique. Puis, je pense qu'il y a plus d'heures, j'ai plus d'heures aussi à mettre dans ce secteur-là, donc on peut se permettre de développer encore plus, d'aller un petit peu plus loin dans ce qui avait été initié. Fait que ça ressemble à ça. Oui, donc c'est ça, c'est en pleine expansion, la FQ, on dirait. Il y a plein de belles choses qui s'en viennent. Il y a Nana aussi, Nana Momo. Ça fait pas si longtemps non plus, c'est ça. Ouais. Elle, c'est quoi son poste? Directrice du secteur, chargée de projet du secteur technique. Donc, elle s'occupe de toutes les compétitions. Et sur le terrain, beaucoup aussi, vraiment sur piste, Nana, elle travaille fort. Très fort. C'est quoi qui explique cette expansion soudaine, ça, peut-être vous? Marc pourrait mieux répondre que nous, mais c'est plus de budget, j'imagine que... j'imagine que ces idées, là où ils voulaient s'en aller, il y avait besoin de plus de main d'effectifs. C'est une question budgétaire, mais la fédération existe depuis 1934, je pense, ça fait 85 ans. Puis, tu sais, la fédération a connu des hauts et des bas dans le temps. Ouais. Puis là, on connaît actuellement un haut. C'est en train de remonter. Exact, c'est en train de remonter. Puis, comme j'ai dit tantôt, on a des beaux objectifs. C'est sûr qu'on vous garde des surprises quand même, mais... Plein de surprises. C'est en pleine expansion, vraiment. Là, puis nous, on est emballés de ça. Là. C'est super le fun. Et moi, je suis inquiète. Il fait comme vraiment noir. Est-ce qu'on nous voit encore? Oui. Non, pas tant. Je vais aller rallumer la lumière. C'est bon. C'est vrai, hein? Ben oui, mais je pense que c'est ça. Je te vois presque plus. T'es où? Je suis partie. Parfait. Okay. On est de retour. Alors... C'était une intervention pertinente. Oui, c'était quand même assez pertinent. En fait, on voyait plus grand-chose. Et c'est ça. Donc, en tout cas, je trouve ça très excitant que ce soit en expansion comme ça. Puis j'ai bien hâte de discuter justement de ce que ça amène, cette expansion. Pour une autre question que je voulais juste pour... Il y a plusieurs auditeurs qui savent c'est quoi déjà la FQA, mais pour ceux qui connaissent moins, parce que pour de vrai, en tant que personne qui a été longtemps juste un coureur sur route, comme avant que je fasse de l'athlétisme, j'avais aucune idée c'est quoi la Fédération québécoise d'athlétisme. Parce que dans le nom, ça dit Fédération québécoise d'athlétisme, mais vous gérez aussi les courses sur route. Toi, c'est ça ta job. Donc, pourrais-tu juste décrire, pourriez-vous... Je vais laisser Véro commencer pour ce qui est de la Fédé, puis après, je vais peut-être plus préciser pour ce qui est de le secteur course sur route. Ouais, parfait. Fait que donnez une idée, c'est quoi la FQA pour une personne qui sait pas c'est quoi. La fédération est une fédération reconnue par le ministère de l'enseignement, le ministère de l'Éducation et de l'enseignement supérieur. Donc, comme toutes les fédérations sportives au Québec, on s'occupe d'encadrer notre sport et de développer le sport à plusieurs niveaux, tout simplement. Par exemple, la Fédération de frisbee, la Fédération de curling, et on est sous l'égide du Centre des loisirs et des sports du Québec. Donc, nous, on s'occupe de l'athlétisme, donc tous les sports. Là, toutes les disciplines de l'athlétisme. Exactement. Il ne faut pas oublier que, dans le fond, la course sur route, ça fait partie de l'athlétisme. Ouais. Que... Beaucoup de monde ne le savent pas. Moi, je ne savais pas jusqu'à temps que quelqu'un me le dise. Je pense chez toi. Bonne nouvelle. Donc, c'est ça. Puis, à ce moment-là, la course sur route, en fait, nous, on a parlé de la FQA, tu as parlé beaucoup de la fédération, les rôles, les objectifs qu'on a, donc encadrer, développer le sport, promouvoir le sport et le sport sous toutes ses différentes facettes. Donc, que ce soit de lancer de la perche, la piste, la marche olympique, mais aussi la course sur route qui fait partie de ce bassin-là. Puis la course sur route, en fait, on dit course sur route, mais moi, c'est course sur route et trail. Je m'occupe de deux secteurs. Là. Ouais, qui est grandissant.
Oui, c'est ça, la trail grandit, puis on vise à mettre le pied encore plus là-dedans, puis aider au rayonnement de ce sport-là aussi. Mais pour aujourd'hui, on va parler plus de course sur route, vu qu'on est dans la Coupe du Québec course sur route. Ouais. Puis en fait, nous, ce qui a été fait déjà il y a quelques années, c'est que on a créé Viens courir, qui est un branding différent, si on veut, de la fédération. Ouais, c'est ça. C'est quoi exactement? Moi, j'ai compris que c'était relié, mais j'ai jamais su c'était quoi. C'est un peu la vitrine de tout ce qui est course sur route. OK. Alors, à moyen long terme, tout ce qui va avoir attrait à la course sur route, toutes les informations, la documentation, ça va se retrouver dans une section. C'est déjà le cas, là. Quand tu vas sur la fédération, il y a une section Viens courir, dans laquelle il y a par exemple, tout ce qui a trait à l'organisation de courses sur route. Donc, ça, c'est plus pour les organisateurs d'événements. Mais il y a d'autres choses qui vont se retrouver là, petit à petit, qu'on va bâtir, dont toute l'information en lien avec la Coupe du Québec. Donc, c'est vraiment Viens courir qui va venir couvrir... Viens courir, finalement, c'est une entité de la fédération. C'est une initiative de la fédération, mais c'est géré différemment au sens où quand on s'adresse à notre communauté de coureurs, au public, nous, ce qu'on voulait initialement avec ça, c'est que les coureurs récréatifs, les coureurs qui s'identifient pas nécessairement à l'élite puis à la fédération. Parce que des fois, fédération, ça peut être un peu comme une barrière ou faire peur un peu. Oui, c'est sûr, ça sonne un peu comme officiel puis élite. Puis on s'entend tous pour dire que la course sur route, là, ça a un ADN très différent de l'athlétisme en tant que tel. Donc, nous, on s'est dit, on va créer un branding qui est différent. Puis, avec Viens courir, on va rejoindre uniquement la communauté de course sur route qui est énorme au Québec. Oui, c'est ça. On ajuste un petit peu l'offre, le ton qu'on donne à Viens courir, les services qu'on va offrir. Moi, quand je bâtis les projets, par exemple, la Coupe du Québec, oui, il y a un aspect élite. Un des objectifs, c'est de rassembler de l'élite, puis de mousser ça un petit peu, puis d'amener ça à un autre niveau. Mais il y a aussi vraiment une part du projet qui va être de se concentrer sur la visibilité puis l'expérience que vont vivre les coureurs populaires ou les coureurs récréatifs. Autant ma mère qui court depuis des années, mais qui court plus pour le plaisir puis qui va pas nécessairement faire des podiums dans son groupe d'âge, que le plus jeune de notre âge, mais qui débute la course puis que lui, la course sur route, il aime ça, il en fait quelques fois par année, puis il veut participer à des événements, mais il vise pas nécessairement de faire des temps, tu sais. Fait qu'on veut s'adresser à toute cette clientèle-là. Puis, Viens courir, c'est un petit peu ça. Pour cette raison-là qu'on en est arrivé avec... c'est un véritable mandat de la fédération parce que, comme je l'ai dit tantôt, la Fédé, c'est une organisation qui est reconnue par le gouvernement, mais par le fait même, Viens courir, c'est la seule et unique organisation au Québec qui est reconnue par le ministère, par le MES. Pour encadrer la course à pied. Pour encadrer la course à pied. Et la course à trail. Donc, on est le leader au Québec. Ici, il y a bien une seule et unique organisation qui s'occupe d'encadrer, de développer puis d'accompagner tant les organisateurs que les coureurs sous un aspect officiel en course sur route, c'est Viens courir. Et par le fait même la fédération. Donc, la ressource officielle pour la course sur route au Québec. Oui, c'est ça. Là, en ce moment, on a peut-être vu un Facebook, Viens courir. Oui, vous avez partagé un article sur le lait au chocolat. Oui, on va faire plein de choses. Ça, c'est en développement aussi. Donc, on a plein d'idées pour amener ce Facebook-là, cette page-là, à être un petit peu plus personnalisée. Puis qu'on rejoigne davantage notre communauté, nos coureurs. Mais on a aussi, avec la Coupe du Québec, créé un Instagram, Viens courir. Donc, récemment, Véro a créé un Instagram pour FQA, pour la fédération. On a fait la même chose pour Viens courir. Donc, sur ce Instagram-là, ça va être vraiment la couverture des événements course sur route, plus spécifiquement, et trail. Et en fait, ça, c'est deux des choses. Ensuite de ça, on a parlé du site web qu'on est en train de revamper. Donc, la section Viens courir actuellement, on est en train d'ajouter tranquillement l'information pour la Coupe du Québec, par exemple. Donc, dès la semaine prochaine, il va y avoir beaucoup de détails qui vont se retrouver là-dessus. Donc, c'est un peu ça. Je t'invite à liker la page Instagram. Oui, allez liker la page Instagram. Liker tout ce que vous pouvez. Athlétisme Québec.
Ben oui, mais selon moi, c'est ça, ça prend ça pour communiquer. On Il y a pas mal. modernise un petit peu ce qu'il y Ben avait. c'est ça, parce que tu sais, en 2019, la meilleure façon de communiquer des affaires, en tout cas en tout cas en termes d'audience. C'est plus pour MSN. rejoindre. Non, c'est ça, c'est plus MSN, LimeWire non plus, C'est passé. puis Hotmail, non, c'est ça, c'est Instagram, Facebook. On n'aura pas de Snapchat, par exemple, je tiens à le dire. C'est correct, moi j'aime pas ça. On n'en aura pas. Parfait. Comme ça, on peut garder des traces. Et donc, ben là, c'est ça. Là, justement, tu commençais à jaser de la Coupe du Québec. Ben là, ça nous amène vraiment au gros sujet aujourd'hui. La Coupe du Québec, c'est quoi? C'est quoi? Ah, c'est bon, t'as tes petites notes. Ben en fait, la Coupe D'où du est venue Québec... l'idée aussi. Ouais, c'est ça. La Coupe du Québec, c'est une série de 4 événements, 4 distances, le 5 km, le 10, le 15 et le demi-marathon. Alors, ça regroupe 4 événements dispersés dans l'année. Et c'est une série en soi au sens où il y a un classement cumulatif à ces 4 compétitions-là, ces 4 événements-là. Et les coureurs vont pouvoir cumuler des points dans l'événement, donc mais aussi au travers des différentes... donc, si un coureur, par exemple, fait 2 courses sur 4, ben, il va avoir accumulé des points. S'il en fait 3, il en accumule davantage, etc. Puis au final, le classement de la Coupe va être basé sur les 3 meilleurs résultats des 4 événements. C'est ça. Donc, quelqu'un qui ferait 3 courses, ben, nécessairement, on va prendre les 3. Ouais. Quelqu'un qui en fait 2, il ne va pas être dans le classement final, mais il va quand même voir son classement évoluer après 1 et 2 étapes. Par exemple, après la 2e course de l'année de la Coupe, il va quand même voir il est situé où dans le classement, puis décider à ce moment-là, bon, j'en fais une 3e ou pas? Je suis proche de la médaille, il faut non ça. Donc, c'est un peu ça. Puis, à l'inverse, quelqu'un qui en ferait 4, qui dirait, moi, je fais les 4, bien, on va prendre ses 3 meilleures performances pour le classement cumulatif. Donc, ça, c'est un peu le c'est quoi. Ces 4 distances, ces 4 championnats de la Coupe du Québec, on a procédé à un appel de candidature pour sélectionner ces événements-là. Donc, ce qui s'est passé dans les dernières semaines, c'était de finalement déterminer à quel événement allait accueillir ces courses-là cette année. Et là, tout récemment, hier ou avant-hier, on a eu notre consensus sur les 4 courses. Donc là, vous allez le savoir en primeur. Oui. Et donc, ben, c'est ça. Alors, est-ce que je suis au point de... Mais donc là, juste avant, clarifier, donc il va y avoir un 5, un 10, un 15 puis un 21, donc un demi-marathon. Absolument. Puis donc, OK, donc on va passer au dévoilement. Donc, roulement de tambour. Donc, bon, ça va être quoi le 5 kilos? OK, alors le 5 km, ça va être la course NDL à Longueuil. C'est une course relativement jeune, au sens où ça fait 2 ans qu'ils existent. Ils vont être à leur 3e édition. C'est une course qui a démontré beaucoup de proactivité au niveau de l'élite, entre autres, dans les dernières années, mais aussi tous les services qu'ils offraient. Donc, c'est une course, je pense, qui est très intéressante là, pour l'expérience que les coureurs vont vivre en allant faire cette course-là. Puis nous, en fait, le 5 km, on trouvait que c'était la distance qui allait rayonner le plus, finalement, de par cette course-là. Donc, c'est ça pour le 5 km. Parfait. À Longueuil. Bon, et c'est la date aussi est importante, excuse-moi. C'est le 5 mai. C'est important parce que dans le fond, nous, on a nos 4 courses sont à 4 dates différentes. Parce qu'au final, on veut que ça serait un peu l'enfer si les 4 le même week-end. Là, c'est clair la façon de l'expliquer, mais bref. Oui. Donc, le 5 mai, la course NDL. Le 10 km maintenant, si on y va en ordre de distance. Oui. Le 10 km, ce sera le 10 km de l'Université Laval à Québec. Donc, lieu en septembre, le 9 septembre. Alors, ça, ce sera pour le 10 kg. C'est une course qui a lieu sur le site de l'université avec un départ, une arrivée sur la piste. Donc, c'est une des particularités de la course qui est très intéressante au sens où ça donne un petit peu plus de glamour, si on veut, à l'événement. Puis c'est encore une fois, c'est une course qui a démontré dans les dernières années beaucoup de solidité dans leur organisation, dans l'expérience qu'ils offrent aux coureurs. Ils ont déjà eu un championnat provincial il y a quelques années. Là, ce qui est particulier cette année pour eux, c'est que c'est leur 50e anniversaire. Donc, il y a beaucoup de belles choses qui vont être mises en place là, pour célébrer ce 10 km-là, cette édition-là. Juste pour clarifier, donc
ces distances-là, ça devient aussi les championnats provinciaux en pour fait, cette distance-là? Comment que je l'avais annoncé au départ là, Oui. dans le petit teaser, c'était championnats provinciaux, Coupe du Québec, mais au final, c'est un peu un synonyme. Hein, la Coupe du Québec, par définition, ça se trouve être, quand tu vas faire cette distance-là, ben, c'est ta course provinciale, c'est ton classement provincial. Oui. Donc, dans le jargon, pour là, en ce moment, on peut appeler ça championnat de 5, championnat de 10, etc. Oui. Mais à moyen long terme, en fait, Coupe du Québec, ça va être la Coupe de 5, la Coupe de 10, la Coupe de 15. OK, donc la terminologie va changer, mais ça demeure ça veut dire le la même championnat chose. provincial. Ça veut dire, exact, Okay. ça veut dire exactement la même chose. C'est juste que de dire Coupe du Québec et championnat de la Coupe, c'est comme si on disait 2 fois la même chose. Ah ouais. Mais, officiellement, ça s'appelle la Coupe du Québec. Oh ouais, c'est ça. C'est la Coupe. Exact. Puis, la Coupe. La Coupe. C'est la Coupe. La Coupe. Donc voilà pour le 10. Ensuite, le 15 km. Le 15 km, c'est une organisation Just Run qui est très solide aussi, qui a beaucoup d'événements au Québec, autant dans course à obstacles, fun run, qu'événements de course sur route, trail aussi, si je ne me trompe pas. Donc, ils ont une très forte expertise là, en organisation d'événements. Et le 15 km qu'ils offrent, qu'on a sélectionné, c'est un 15 km qui a lieu à Rougemont, entre Granby et Montréal. Donc le 15 km des Vergers qu'on appelle, donc très beau parcours qui va être quand même donner une perspective vraiment différente de, par exemple, le 10 km de l'Université Laval qui est sur le site de l'université, alors que les Vergers, on est dans un milieu complètement différent. Très rural. Alors, ça va être une expérience intéressante. 15 km, c'est un essai aussi qu'on fait, au sens où c'est pas la distance qui est la plus connue. Oui, c'est très atypique comme distance, c'est rare. Mais sa popularité est en hausse quand même. Oui. Oui, on a beaucoup de... Parce qu'on s'est posé la question aussi, là, à savoir... Ce qu'on en veut. Oui, puis en fait, on voulait 4 distances. Le marathon aurait probablement été logique pour plusieurs, mais le problème, c'est que le 15 km est plus accessible. Oui. Puis, non, je suis d'accord. c'est ça. On n'exclut pas la possibilité d'inclure le marathon dans une prochaine édition. Mais pour l'instant, le 15 km, on y croyait beaucoup. Puis il ne faut pas oublier qu'il y a plusieurs années, c'était quand même une distance qui était vraiment courue et qui était populaire. Si on pense à le 15 km des Pichoux, qui est une distance qui existe depuis des années, sur lesquelles il y a des records encore imbattus. Donc, c'est pas une distance qui est nouvelle puis c'est simplement une distance à laquelle on va peut-être redonner vie, si on le voit comme ça. Oui. Puis au final, c'est une distance qui reste très accessible parce que c'est entre le 10 et le demi. Alors, un coureur de 10 ou de demi qui fait déjà un 10, un demi, un 15, c'est autant accessible pour lui. Puis c'est même, souvent on le voit peut-être un petit peu différemment parce qu'on est tellement habitué d'avoir nos temps sur 10, nos temps sur demi, nos objectifs. Quand on arrive sur 15, c'est comme déstabilisant. Oui. C'est une distance que, hey, qu'est-ce que je vais faire comme temps, je sais pas. Donc, c'est ça, moi, je pense que le 15 a sa place, puis le 15 km des Vergers, particulièrement, va être intéressant cette année aussi. Là. Non, je suis définitivement en accord avec cette décision-là, parce que si il y avait juste 4 événements, dont un marathon. Le marathon, je trouve, c'est... Oui, j'aime ça, les marathons, mais c'est clair que ça... C'est très difficile logistiquement. D'abord, de faire un marathon, il faut que toute ton année tourne autour de ça. C'est ça, ça aurait été plus difficile à intégrer peut-être dans pour les athlètes, dans une perspective de série, de classement. Ouais. Puis l'autre chose, c'est que le 15 kilos, j'avais une idée, je l'ai perdue. Ok, attends, ça va me revenir. Là. Ouais, non, c'est ça, c'est qu'on a 4 distances, on a 4 événements de notre coupe. Il y avait une idée au départ qui était de peut-être faire 2,5, un 10, un demi, ou 2 demi, etc. Mais on voulait pas faire de l'ombre à une course, par exemple, si on avait 2 10, on se disait, bon, peut-être qu'il y a un 10 qui va sortir, puis là, ça sera plus à ce moment-là le 10 provincial, le championnat. Non, c'est vrai, tout le monde alors que là, en ayant 4 différents, je trouve que ça équilibre mieux la coupe, puis ça donne vraiment la lumière, pas de la lumière, mais ça donne la place à chacune de ces 4 distances. Non, c'est plus intéressant, plus de variété. C'est un peu ça pour les distances. Puis jusqu'à maintenant, on voit que c'est dans plusieurs endroits différents au Québec. Hein? Oui, sur plusieurs types de parcours. On a visé, c'est ça, le but, là j'ai toujours pas dit le demi, mais le but du jeu, c'était d'offrir un calendrier qui était, puis là ça c'était un beau casse-tête aussi parce que ça dépendait des candidatures reçues. C'est ça, tu peux en avoir un bon, mais là s'il y en a 2 bons au même moment. Exact, donc on a vraiment été avec le scénario qui nous semblait le plus intéressant là, pour cette année. Nous, c'est une période de 1 an qu'on fait pour cette année, comme c'est un nouveau projet. Dans les années prochaines, c'est possible qu'on octroie les étapes de la coupe pour plus d'1 an, donc pour 2 ans, comme on le faisait pour le 10 kilos dans les années précédentes. Mais là, on y va pour 1 an.
Et donc, c'est ça. Alors, distribution, comme tu dis, dans l'année. Donc, pour s'assurer qu'on n'ait pas les 4 événements dans la même fin de semaine, là, ou dans la même 3 semaines. Des parcours éclectiques en termes d'expérience, le caractère expérientiel puis est là. La région différente aussi, on a essayé de ne pas mettre 4 événements dans la même ville, par exemple. Alors là, pour l'instant, on a Longueuil avec 5 km NDL, on a le 10 km à Québec, à l'Université Laval, on a le 15 km des Vergers à Rougemont. Puis le 4e événement, le demi-marathon, ce sera le demi-marathon Mont-Tremblant. Alors, enfin, oui. Ah, bon. Je le connais, j'ai fait du bénévolat souvent. J'ai jamais fait, mais j'ai souvent fait du bénévolat à cause de Skechers, donc vu qu'ils sont le sponsor. Alors, demi-marathon, Mont-Tremblant, en fait, c'est un événement, c'est un événement aussi là, très, très proactif, très, pas jeune, mais j'ai pas le mot, mais fougueux. Au goût du jour. Au goût du jour. Il y a un cachet quand même à aller à Mont-Tremblant, au sens où c'est glamour, ça aussi. Là, donc, nous, c'est sûr que il y a cette chose-là qui est accrocheur dans la beauté du parcours, de l'expérience que tu peux vivre en allant à Tremblant, en vivant ce type de parcours-là, qui est un demi-marathon qui n'est pas typique là, pour ce qui est du parcours. Il y a des côtes en tabarouette. Il y a des petites côtes, il y en a, tabarouette. C'est très faisable, là, c'est une course... non, mais moi j'aime ça, je trouve ça intéressant, parce que souvent tout le monde recherche des parcours plats, rapides et tout ça, mais là ça va être intéressant, une grosse course, mais qui va avoir un parcours quand même qui a des bonnes côtes. Ça ressemble un petit peu à le Tour du lac Brome, au sens où tu vas avoir montée, descente, mais ça fait en sorte que le parcours, il passe plus vite. Puis, honnêtement, ça va être super intéressant. Mont-Tremblant, que moi, je suis allée il y a à peu près 15 ans. Je n'ai pas été retournée sur place depuis longtemps, mais je suis en contact quand même assez fréquemment avec les organisateurs de chaque événement. Puis on est confiant que cet événement-là va être capable de livrer la marchandise là, pour cette année, pour le demi-marathon. Donc voilà, ça complète nos 4. Le demi-marathon Tremblant est le 11 août. Et les Vergers le 25 août. Alors, la particularité cette année avec ce calendrier... Puis Vergers, c'était quelle distance déjà? Vergers, c'est le 15. Okay. Alors, comme on disait tout à l'heure, gros casse-tête dans la sélection de nos candidatures pour offrir quelque chose de plausible, de cohérent pour l'athlète. Mais c'est pas super, ça te fait un build-up, tu fais 15, puis là, 2 semaines plus tard, tu fais un 21. On a le 5 qui est en mai, donc complètement au printemps. Puis à la fin de l'automne, à la fin de l'été, puis au début de l'automne, on a quand même nos 3 autres courses qui sont assez rapprochées. Alors ça, c'est un peu le compromis qu'on a fait en sachant que c'était peut-être pas idéal. Notre monde idéal, ça aurait été qu'ils soient tous complètement séparés. Mais les candidats idéaux, ça n'existe pas. Hein, donc, il faut s'adapter. C'est ça. Mais on croit que ça va être quand même très intéressant parce que le fait que ce soit quand même relativement rapproché, ça permet quand même à l'athlète de... Tu sais, l'athlète, au final, ça peut être intéressant de se dire, je vais avoir un pic ici, dans le proche de c'est ça. Plutôt que d'être trop séparé puis d'avoir à piquer 4 fois différemment. T'as du monde qui va encore dans l'entraînement, là, tu sais, ok, je vais être dans le coin de Montréal ou au Québec dans ce moment-ci, puis le reste du temps, je peux m'entraîner. Exact, donc je pense qu'il va y avoir quand même des choses très positives à tirer de ça, du fait que on a un calendrier qui est, quand même étendu, au sens où on s'est assuré qu'on n'ait pas donc 4 événements, comme je disais, dans même 2 semaines. Ah ouais. Mais voilà, fait que ça ressemble à ça pour la Coupe du Québec 2019 avec les 4 distances. Je suis bien excité. Il y a, dans le fond, les critères, on avait dit on voulait des dates différentes, on voulait... donc, c'est quoi exactement ça va être quoi vos attentes envers ces organisations-là? En fait, nos attentes, on avait, nous, quand on a fait notre appel de candidature, c'est sûr qu'on a des engagements qu'on demande, on a des critères qu'on regarde, mais sans entrer dans les détails, parce que ça reste plus en général. Les événements, on demande des parcours certifiés, donc des parcours qui vont être reconnus par Athletics Canada, mesurés par Athletics Canada. Certains de ces parcours le sont déjà, d'autres sont en processus de le faire, donc étant donné avec la neige... on est plus... faut attendre que la neige fonde. Mais donc, ça, c'est une des choses. Sinon, tout ce qui est sanctions d'événements, c'est sûr que nous, la Coupe du Québec concernait spécifiquement les événements sanctionnés. Donc, les événements qui ont... quand on dit sanctions, nous, c'est comme la certification de la fédération. Mm-hmm. Donc, ça s'adressait à eux.
Et à ce moment-là, nous, de par la sanction, on a plein de critères que les événements doivent répondre. Alors, on demandait des événements argent ou or, donc qui répondaient finalement à la majorité de nos critères et selon cas par cas. Donc, c'est un petit peu ça. La principale chose, je te dirais, certification de parcours, sinon tout ce qui est critères plus dans l'organisation de l'événement, le nombre de toilettes, le chronométrage. Il y a des choses qui sont plus techniques. Là. Mais si votre certification, elle amène un peu une garantie au public que ça va être bien organisé. Bien organisé, beaucoup en termes de qualité d'événement, mais aussi de sécurité. Il y a la question des assurances là-dedans aussi, fait que, l'équipe médicale, le premier soin. Il y a beaucoup de critères qu'on prend en compte quand on parle de sanctions. Alors, c'est sûr que oui, on a ciblé des événements qui répondaient à ces critères-là, qui étaient des événements de qualité, qui avaient démontré dans les années précédentes aussi qu'ils étaient qui répondaient à ça. Et la certification de parcours, par exemple. La dernière chose, nous, en fait, on va se rencontrer ensemble prochainement avec nos organisateurs. Puis ce qu'on vise, qui est différent, qu'on n'avait pas dans les années précédentes, parce qu'on n'avait pas de coupe. C'est un travail d'équipe. Alors, moi, ce que je veux, c'est que la fédération ne travaille pas tout seul, qu'on travaille ensemble, les événements avec nous, mais les événements entre eux aussi, pour que la coupe, ça soit finalement un projet qui ne relève pas de juste une personne, mais qui soit quelque chose qu'on partage dans la communauté, puis qui part de différentes personnes, si on veut. Fait que c'est un petit peu ça, mes attentes en soi. Je crois que de cette façon-là, ça va nous aider à promouvoir, ça va nous aider à ce que les événements ne se nuisent pas l'un à l'autre, mais travaillent plutôt en se disant, ce qu'on veut, c'est que les athlètes participent à nos événements, mais à plus d'un événement finalement, puis qu'ils vivent la coupe dans son entièreté, puis pas juste, on va aller aux 10 kilos parce que c'est lui qui nous tente, puis les autres, ça ne me tente pas. Non, mais non, c'est ça, c'est très important d'avoir c'est ça, de s'assurer que c'est une course bien organisée. Je pense, au début, tu le réalises pas quand t'as pas déjà vécu ça, mais des fois, tu réalises, comme tu vas à une course, puis là, tu fais, c'était broche à foin, puis là, tu réalises, ok, crime que c'était le fun, quand tu y pensais même pas, puis que la course, elle part à telle heure, pack, tout, il y a des toilettes, toutes ces affaires-là auxquelles tu penses pas. Je pense que c'est important d'avoir ça, puis je pense définitivement ça va amener de la visibilité à ces courses-là, de faire partie de ce gros projet-là. Dans le fond, là, la prochaine question que je voulais savoir, c'est qui que ça concerne, la Coupe du Québec? Est-ce que ça devrait juste concerner l'élite? Est-ce que c'est... Un peu comme j'ai dit tout à l'heure, j'en ai glissé brièvement un mot. Oui. Nous, ce qu'on vise, c'est pas seulement l'élite. Alors, c'est entre autres une des raisons pour laquelle le nom de la Coupe, vous allez le voir prochainement, ce sera la Coupe du Québec. En fait, la Coupe Québec vient courir. Alors, on attribue le nom de notre branding à la coupe parce qu'on veut que cette coupe-là s'adresse non seulement à notre élite, parce que c'est sûr qu'on offre des bourses, on offre un programme élite pour eux, mais on veut que ça soit un tremplin aussi pour tout le reste des coureurs, la communauté des coureurs plus récréatifs. D'où le fait qu'on a renouvelé les championnats par groupe d'âge, donc les catégories d'âge de 10 ans. Puis visibilité aussi, on va s'intéresser comme par exemple quand on va être sur place, on va pas prendre juste des photos des élites, on va pas offrir des prix juste aux élites, on va s'assurer que l'expérience que les organisateurs offrent de la coupe, ce soit pas une expérience qui est vécue juste par l'élite. Mais c'est ça, parce que souvent c'est ça, comme l'expérience d'élite, c'est très le fun, là. T'as ta toilette à toi-même, puis tout ça, puis tu payes pas ton extra, puis ça, c'est très plaisant, puis t'as des prix en argent, mais c'est ça, je pense que c'est définitivement important, ça, d'aller chercher tout le monde, donc c'est ça qui est intéressant. Donc c'est quoi exactement les groupes d'âge, ça va être quoi exactement? Le groupe d'âge, c'est plus catégorie vétéran, donc on a 40-49 ans, 50-59 ans, 60-69 ans et 70 ans et plus, donc nos catégories d'âge étant ces catégories-là. Pour ce qui est des catégories en dessous, ça se trouve être le classement overall. Au sens où toi, si, exemple, tu arrives 3e à la course, tu vas aussi être dans ta catégorie d'âge par définition parce que tu te serais retrouvé sur les deux, donc on se limite à notre classement overall. C'est l'essai qu'on fait cette année du moins. C'est ce qu'on faisait aussi dans le passé avec le 10 km la classique du Parc La Fontaine.
puis les championnats précédemment. Donc ça, c'est pour ce qui est du groupe d'âge en tant que tel. Puis c'est sûr que dans notre façon de partager l'événement, dans nos stratégies de marketing, de communication, ben on va pas mettre l'emphase juste sur l'élite. Fait que c'est sûr que sur Bien courir, on verra pas juste passer nos François Jarry de ce monde. On mise sur le caractère inclusif de la coupe. Oui, puis je pense que ça prend ça, parce que souvent, tu sais, ça, le monde va dire, bah oui, la coupe, moi, ça me concerne pas, tu sais, j'ai aucune chance, tout ça. Mais je pense définitivement, c'est ça, avec cette vision-là, je pense que ça va aller chercher tellement de monde. Oui. Oui, ben fait que c'est ça, notre objectif. Il y a d'une année à l'autre, pour atteindre ça, on va réajuster la coupe, on va l'amener à un nouveau niveau, on va la faire évoluer. Parce que c'est sûr qu'avec un gros projet comme ça, autant Véro au niveau com que moi pour ce qui est du concept, ben, on a mis beaucoup de choses en place, mais il reste encore beaucoup de choses à faire. Puis je pense que ces choses-là, ben, d'une année à l'autre, on va prendre notre projet puis on va le faire grandir. C'est sûr. Ouais. Puis tant au niveau des objectifs de la FQA que de Bien courir, tu sais, on base, je pense, nos actions actuellement et nos objectifs sur 2 choses principales, puis c'est l'innovation, mais aussi une réception vraiment proactive des besoins du secteur, tant de l'athlétisme que de la course sur route. Donc, c'est sûr que la Coupe, actuellement, c'est un projet pilote, mais qui sait, dans 2 ans, peut-être que ça va être quelque chose qui est totalement différent, mais bonifié en alignement avec les besoins de tout le monde, tu sais. Mais vraiment, on met sur le caractère inclusif de la Coupe, parce que, je sais pas, moi, n'importe qui peut avoir son classement, ce qui est génial, même si c'est un classement overall. Dans le fond, notre classement, une des particularités, c'est un bon point, c'est que on avait, dans le fond, on s'était questionné à savoir est-ce qu'on fait un classement seulement avec nos 10, 20, 30 premiers coureurs ou est-ce qu'on s'étend sur toutes les catégories, c'est-à-dire qu'on prend tous les résultats de façon exhaustive puis on met des points à tout le monde. Alors, sauf que ça, la réponse a de l'air simple parce qu'on se dit, ben oui, on va mettre tout le monde, mais c'est parce qu'il y a une logistique derrière, c'est long. Il n'y aurait pas un logiciel. Ben c'est ça. En fait, nous, ce qu'on a fait, c'est que là, pour compter les points, donc pour le classement cumulatif, ben les points, vu que c'est des distances différentes, on peut pas juste prendre les temps. T'sais, si c'était 4-10 km, on prendrait les temps, on mettrait ça sur le classement, puis that's it. Mais là, on a 4 distances différentes. Alors, pour qu'on puisse les comparer entre elles, on utilise les points de la table IAF, donc le pointage IAF. OK, donc ça va être comme ça que vous allez classer ça. Ça va être les performances, le score Exactement. IAF. Alors, ce qui arrive, c'est que si tu fais tel temps sur ton 5 ou tel temps sur ton 10, ben, tu as un nombre de points accordé à ça, donc qui est déjà déterminé par la table. Et nous, ce qu'il fallait faire, puis qui est plus corsé, c'est on peut pas faire ça à la mitaine là, sur des... Non. Alors là, moi j'ai un contact qui va nous faire on est arrivé à avoir ce qu'on voulait puis à avoir ça de façon automatisée. De créer un logiciel informatisé, pardon, ouais, c'est ça. Alors ça va nous faciliter beaucoup puis ça va nous aider justement à rendre ça plus inclusif. C'est toi qui l'as fait le logiciel, hein? Non. Tu l'as programmé au complet. C'est ça, j'ai fait ça hier soir avant de me coucher. Donc voilà. Et l'autre chose que j'allais dire avec ça, c'est fait que ça c'est pour une chose, c'est pour le classement. Les points, j'ai parlé des points IAF. Pendant qu'on est dans les bonnes nouvelles, il y a des petits ajustements qu'on va faire parce que ce pointage-là, on voulait y amener, on voulait en fait s'assurer que ce soit pas que le temps qui soit considéré, mais aussi la position. Oui, c'est ça que ça l'amenait au point. Moi, je disais, pourquoi vous avez pris ça au lieu de la position? Donc, vous allez compter les deux, la position et le temps. Alors, oui et non. On va utiliser principalement le temps et la table IAF. Ce qu'on va faire pour s'assurer, la petite nuance qu'on va faire, c'est que nos podiums, nos positions 1, 2, 3 vont avoir des bonus de performance. Donc, si, exemple, tu fais X temps, mais qu'en plus tu accèdes au podium, tu as un bonus à ton nombre de points. Alors ça, c'est l'ajout qu'on fait cette année pour s'assurer que la personne qui est arrivée première, mais qui n'a pas fait un temps si extraordinaire, ben, elle soit quand même c'est ça. Alors ça, c'est une des choses qu'on va faire. Pour ce qui est des points. L'autre chose, c'est qu'en ce moment, la table IAF, il n'y a pas de pointage pour le 5 km route. Il y en a seulement pour le 5000 mètres piste. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on vient ajuster les pointages sur toutes les distances de 5 pour que ce soit fair avec les autres distances. Piste à route. Parce qu'autrement, ce que ça aurait fait, c'est que... Un 5000 mètres piste, c'est beaucoup plus rapide qu'un 5 km route. Donc, les scores seraient beaucoup plus faibles pour ceux qui feraient le 5 km route. Alors que là, avec l'ajustement, ça va venir équilibrer ça. Fait que ça, c'est pour ce qui est du pointage en tant que tel.
Puis, juste avant de perdre mon idée, parce que je me suis rappelée de tantôt, Oui. je parlais de l'accessibilité, puis en fait, si ça concernait les élites et les non-élites. Oui. Il y a une des choses que moi, je crois, puis que, bon, va falloir exploiter aussi de la bonne façon, c'est que le fait d'avoir d'avoir de l'élite, puis de rendre ça une expérience vraiment différente comme course, je pense que ça va aussi amener d'autres coureurs qui ne sont pas élites, des sous-élites, mais aussi des monsieur, madame, tout le monde qui ont le goût de vivre l'expérience puis de ne pas avoir à voyager jusqu'aux États-Unis pour vivre une grosse course. Parce que, par exemple, on sait que beaucoup de coureurs récréatifs vont se dire moi, je vais aller faire le marathon de Chicago parce que c'est gros, parce que il y a de l'élite là. Donc, c'est comme, il y a un prestige un petit peu, si on veut, à faire des gros événements comme ça, je pense. Oui. Comme Boston aussi, par exemple. Oui. Là, ce qui arrive, c'est qu'on va venir vivre ici. ça dans la province avec nos athlètes à nous, tu sais, nos Québécois à nous qu'on voit pas vraiment autrement, tu sais, parce qu'ils font de la piste, du cross ou ils font de la route, mais souvent, on verra pas tous les mêmes bons coureurs en même temps à la même place. Alors là, ce qui arrivait, c'est qu'on avait sur les distances des bons coureurs, mais qui se retrouvaient pas. Ils s'affrontaient pas. Oui. Merci! Tu vas y participer, toi? Ben oui. Ouais, fait que là, le but, c'était ça, c'est un peu de les amener, ces coureurs-là, à vivre l'expérience de c'est quoi une course où que, justement, t'attends pas d'être au niveau national pour vivre une compétition dans un peloton au niveau de l'élite. Là. Alors là, les Québécois vont pouvoir vivre ça ensemble. Puis un peu comme on a fait l'année passée avec le 10 kg classique du Parc La Fontaine, on avait quand même un peloton élite intéressant. Là, on va amener ça à un autre niveau encore avec les autres distances puis avec cette coupe. Oui, en tout cas, j'ai l'impression que ça va marcher. Je voulais aussi savoir, dans le fond, les gens se demandent, oui, je vais avoir des points, je vais être classé, mais c'est quoi, dans le fond, qu'est-ce que ça te donne? Est-ce que c'est un prestige ou est-ce qu'il y a aussi est-ce qu'il y a des médailles? Ouais. Est-ce qu'il y a des prix Donc, en argent? comme on avait fait l'année passée, on revient avec les bourses. Les bourses pour cette première édition sont de 2000 $ pour 3 des 4 événements. Donc, pour le 5, le 15 et le demi, il y aura 2000 $ en bourse, donc séparés en les positions 1, 2, 3. Pour les courses individuelles ou... pour le montant total. Donc, par exemple, la première position va avoir 500, deuxième 300, troisième 200. C'est ça, OK. Pour chaque course? Oui, pour chaque course. Wow, OK. Alors ça, donc, autant pour le 5, le 15 que le demi, Okay. on va avoir un 2000 $ de bourse pour les positions 1, 2, 3. Okay. Je te dirais, je mets un petit bémol juste parce qu'il faut que je valide certaines choses au niveau de la distribution des bourses. Oui, comme avec si mes c'est organisateurs. 500, 300, ouais. 200, est-ce que c'est... Ouais. Mais c'est un 2000 pour sûr. Okay. Le 10 km de l'Université Laval offriront 4000 $ cette année en bourse en vue de leur 50e anniversaire. Donc, on a ces bourses-là à chacun des 4 événements, mais on a aussi une bourse cumulative au classement cumulatif. C'est-à-dire que si toi, tu participes à 3 des 4 événements puis que tu trouves à être dans les top 3 de ce classement-là, on a un autre 2000 $ attribué au classement cumulatif. Donc, si tu fais 3 courses puis que tu arrives avec ton pointage premier au classement, tu vas te mériter un autre 500 $ à ce classement final. Donc, ce classement final-là qui compile tous les points, ça va être 500, 300, 200. Exactement. Pour cette année, du moins, cette édition. Ce qu'on veut, c'est sûr, c'est comme on disait, il y a possibilité que dans les années prochaines, ça bouge, tout ça. Mais pour l'instant, c'est vraiment quelque chose qu'on est content d'offrir parce que dans les années précédentes, on avait notre DISCA provincial qui offrait ce type de bourse, mais on n'avait pas d'autres événements, du moins pas dans ce contexte-là. Alors là, ce qu'on vient assurer, c'est d'avoir ces bourses-là sur 4 distances différentes, 4 événements différents dans l'année, dans le cadre de la Coupe. C'est ça. Non, c'est ça. Puis ça prend ça, même si c'est une récompense très extrinsèque, si on veut. Souvent, ça prend ça pour compétitionner avec d'autres courses. Donc, exact. Ils vont se retrouver à d'autres courses qui vont en offrir. L'autre petite différence, je te dirais, au-delà de ça, c'est qu'on
on va quand même faire comme on faisait dans les années précédentes, un petit peu plus de recrutement au niveau des élites, c'est-à-dire d'invitation à participer aux événements. Un peu plus engagé, essayer d'aller les C'est chercher. ça, de par des standards. Donc, on va s'assurer que nos athlètes sont invités selon des standards précis à participer aux événements, à vivre l'expérience élite, on va avoir sur la ligne de départ une personne qui ramasse les sacs, par exemple, un espace à l'événement pour se retrouver avec les élites, puis vivre l'expérience élite, finalement. Oui. Super. Puis pour les gens qui compétitionnent pas pour élite, mais simplement pour classement, dans le fond, c'est un peu cette reconnaissance de voir où est-ce que je me situe dans mon classement à travers. Puis tout le monde va avoir accès à ça, dans le fond, grâce à ça. Oui, exact. C'est sûr que oui. Là, toutes ces choses-là vont se retrouver sur notre site directement après les événements. Par exemple, le 5 mai étant le premier événement, dans les jours qui suivent, on va avoir notre premier classement. Évidemment, le classement après le premier événement, ça va être le même que les résultats. Oui. Mais là, on va avoir les points à côté. Fait que sans avoir à regarder dans la table, tu vas pouvoir voir directement les points qu'on t'a attribués pour cet événement. Pour le 5, comme on disait, il va y avoir un ajustement par rapport à ce que tu peux trouver sur ta table. IAF, ouais. Fait que ça ressemble à ça. Ouais. Nice. D'autant plus que les coureurs récréatifs, oui, vont pouvoir avoir accès à leur pointage, mais vont pouvoir participer à une course qui est un gage de qualité. Hein, parce que, oui. Il y a un comité de sélection à la fédération que... Oui, c'est sûr que les événements qu'on a sélectionnés, c'est des événements qu'on croit qui peuvent accueillir ces championnats-là, qui peuvent faire partie de la coupe, qui peuvent rayonner puis bien nous représenter aussi. Donc, on va être sur place aussi, la fédération, à chacun de ces événements-là. Donc, je pense que ça va être des événements à pas manquer cette année. Puis, pour ceux qui sont curieux, il faut le vivre pour le voir, là, c'est ça. Oui, non, je trouve ça c'est intéressant. Ça risque d'être un des attraits majeurs, justement, d'avoir ces courses-là, que tu as un peu une garantie vraiment. En plus que tu as la certification FQE, que là, vraiment, ça va être organisé tight. Ça va être tight. Puis ça va être hypé, tu sais, ça va être... on va le mousser beaucoup, là, tu sais, autant promotion avec Véro, on travaille sur beaucoup de belles choses pour la semaine prochaine, on est la semaine prochaine, mais pas vraiment. Ouais. Donc c'est ça, c'est sûr qu'on essaie beaucoup de choses, autant sur nos réseaux sociaux que... bref, on prépare des belles choses pour aider ces événements-là à rayonner pour une troisième fois. J'aime ces mots-là, faut croire. C'est ça. Non, mais en tout cas, j'ai pas de misère à croire que ça va être un succès. Selon moi, c'est comme un peu si je le voyais. Vous me décrivez ça, puis c'est comme si je le voyais comme si ça existait déjà un peu, parce que c'est tellement... Ça fait du sens. Puis selon moi, ça vient chercher un peu peut-être un vide qu'il y avait, mais que c'est ça, là, justement, on vient le combler. Puis, non, j'ai bien hâte, merci, on avait hâte de te voir à chacun des 4 événements. On va voir, là, mais c'est sûr que je vais me lancer là-dedans. Là, on va aller avec question du public. Donc, on avait une question, c'est ça que ça revient un peu à le rôle de la FQA. Dans le fond, cette question-là concerne plus l'athlétisme, donc je vais la lire. Comment rendre plus accessible l'accès aux compétitions sur piste? Beaucoup de gens qui ne sont pas dans l'élite aimeraient se tester sur 800 mètres, 1500 mètres, 5000 mètres, etc. sur piste. Par contre, le processus d'affiliation est assez compliqué et dispendieux. C'est une question qui nous vient de Simon Boudreau. Puis je comprends un peu ce qu'il dit là. J'avais déjà eu un ami qui m'avait dit un peu une histoire similaire, comme qu'il voulait s'inscrire à une course, mais là, une course d'athlétisme, je pense que c'était à l'intérieur. Mais c'est ça. Mais il y a des processus, c'est différent. C'est pas comme une course sur route que tu fais juste payer ton 40-50$, puis tu y vas. Ça prend une affiliation. Donc, dans le fond, c'est ça. Comment répondez-vous à cette question? Pour répondre brièvement à la question de Simon, probablement celle d'autres personnes, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut être équitable envers chaque type d'affiliation. Mm-hmm. C'est vrai qu'il y a plusieurs personnes qui aimeraient se tester sur un 800, un 1500 en salle. Je suis entièrement d'accord. À l'inverse, un coureur sur route qui va participer à un événement, lui, il va là, puis pour la FQA, c'est un clé en main. Là. Nous, on a mis notre stamp sur la course sur route. La course est selon nos standards à nous, selon nos critères. Mais si on passe à une compétition en salle, là, la FQA est vraiment plus impliquée. Donc, il y a plus de compétition, il y a plus de coureurs élites, mais on est à revoir cette offre-là. Et est-ce que, par exemple, quelqu'un ne voudrait pas avoir une affiliation saisonnière? On ne le sait pas, mais on est vraiment à l'écoute de ces besoins-là.
Puis, on pourrait considérer ça dans le futur. Exact. Puis, je pense que ça reste une question qu'on comprend, même si, comme Véro disait, ben, le prix qu'il faut payer pour aller sur piste, ben, il y a des raisons derrière ça. Puis, si on donnait accessible à notre affiliation Coureur sur route, tout ce qui est piste, ben ça serait pas cohérent dans les créneaux qui sont offerts pour chacun des différentes affiliations. Je dirais que sans entrer dans les détails, pour l'instant, excuse-moi, c'est dur, hein, cette question-là. C'est correct. Mais je vois exactement d'où ça vient, parce que c'est d'un désir un peu de démocratiser l'athlétisme autant que la course sur route. Mais c'est des très bonnes nouvelles qu'on ait cette question-là. Parce qu'on voit justement une évolution de l'athlétisme, un regain. Oui. Puis, comme je vous dis, on est à l'écoute des besoins des gens, puis on n'aurait peut-être pas pensé ça il y a 2 ans. Là, la course sur route est très présente, puis je pense que c'est vraiment de bonnes nouvelles que les gens se posent cette question-là. On demande pas mieux qu'un civil ou qu'un coureur récréatif veuille vraiment. Hey, moi, j'aimerais ça faire un 2000 mètres indoor. Je prends mon exemple. Moi, j'ai commencé à courir récemment, puis l'idée de faire un 3000 mètres en salle, ça me trotte dans la tête, puis j'aimerais ça le faire. Donc, on est à revoir cette offre-là. Puis, est-ce qu'il va y avoir des changements? Ça, on le sait pas, mais c'est une très bonne nouvelle qu'on nous pose cette question-là. Ça confirme bien, ça confirme des idées qu'on avait. Non, c'est ça, définitivement. Je vois d'où ça vient. Je pense qu'il y avait, c'est ça, il y a eu un creux pendant un bout pour l'athlétisme, la piste, mettons, en salle, ou aussi juste la piste en général. Quand on va à des courses, souvent, c'est du monde relativement assez élite. Il n'y a pas beaucoup de monde de l'extérieur qui vient. C'est ça. Puis c'est ça. Moi, je me souviens à mes débuts, quand j'étais encore au cégep, c'est ça. Moi, je disais, je veux faire un 600 ou un 300. Je veux voir qu'est-ce que je vaux. Puis là, c'est ça. Mais j'avais aucune idée c'était quoi le processus. Au final, je sais pas trop comment. J'avais réussi à me retrouver au Holiday Classic de McGill. Dans ce temps-là, j'ai fait mon 600. J'ai vomi. J'ai fait mon 300. Je me suis encore vomi. Puis après ça, je pense que j'avais fait un 3000. Mais en tout cas... Mais là, tu vas faire peur à tout le monde en disant ça. Là. Ouais, mais non, mais c'est parce que moi, j'étais un peu ticoun, si on utilise le terme. Dans le fond, un 600 mètres, je m'imaginais que tu pousses à 100% tout le long. Puis j'ai réalisé après 2 tours, donc 400 mètres, que t'es pas censé... Non, c'est ça. Moi, pas lousse. Tu sais, dans ma tête, je me dis, je suis tellement endurant, je suis capable là, dans mon mental. Puis là, ben, c'était plaisant au moins d'avoir la chance de le tester, de faire ça. Mais en même temps, j'ai réalisé, faudrait que je m'entraîne pour du 600 mètres pour courir du 600 mètres. Parce que là, ton dernier tour, c'était de la bonne marche? Disons que les jambes étaient très vides et après ça il y avait d'autres choses qui étaient vides après la course mais c'était une belle expérience entre guillemets, que j'ai grandi puis j'ai appris que moi c'est peut-être pas ma distance, ou j'aurais peut-être appris que je vais m'entraîner pour ça puis m'immerser plus dans le milieu, mais c'est ça, je trouve, j'ai l'impression qu'il y a aussi probablement beaucoup d'autres gens qui pensent ça dans leur tête, mais que parce que c'est ça, c'est pas encore autant démocratisé, ils le font pas, mais c'est ça, j'ai l'impression de plus en plus il y a cette demande, puis j'ai l'impression que c'est de plus en plus dans cette direction-là qu'on va s'en aller, puis on est en changement. Si la demande se solidifie, puis qu'il y a plus de gens qui se posent la question, il va falloir penser aux ressources aussi qu'on a pour pouvoir livrer, pour pouvoir offrir une compétition qui nous permettrait d'accueillir plus de monde. C'est ça. Fait que oui, c'est une question de peser c'est quoi les demandes, c'est quoi les besoins qu'on a pour répondre à ça. Non. C'est sûr, tu sais, on n'y pense pas souvent, mais tu sais, c'est beaucoup plus en termes d'organisation là, sur piste, une piste, c'est pas très grand. Tu peux pas avoir tant de monde qui court. Une course sur route, tu vas avoir des 300, 400, 500, 1000 personnes. Fait que c'est sûr, là, quand t'as 15 personnes, faut que t'ailles quand même... faut pas que tu sois dans le rouge, mettons, dans tes finances. Mais c'est ça, je pense que plus il y aura de monde, plus
je pense, des adaptations. Je pense que la FQA est en pleine croissance en ce moment. Transformation, je dirais. Transformation. Il y a aussi une culture derrière ça, au sens où, tu sais, la question de Simon, c'est un peu, justement, s'il y a des coureurs qui sont plus récréatifs, qui voudraient essayer une course sur piste, ben en ce moment, la course sur piste, on va y retrouver plus l'élite, puis un coureur populaire sur route ou récréatif va pas avoir nécessairement le réflexe de faire une course sur piste. Ma mère, par exemple, si j'avais dit est-ce que ça tente de faire une course sur piste, je suis pas sûre que ça aurait été aussi naturel pour elle que ben non, on va faire une course sur route. Moi, regarde, là, mes amis vont là. Donc je pense que... faire 12 tours et demi autour d'une piste de 400. Donc oui, il y a probablement des gens que ça intéresse, mais je pense que c'est encore quelque chose qui peut progresser dans le temps, puis qu'en ce moment, la réalité, c'est que il y aurait beaucoup de choses à mettre en place pour que ce soit fonctionnel. Ça ne pourrait pas se faire du jour au lendemain de simplement dire OK, on va accepter tous ces gens-là tout simplement. Fait que je pense qu'il y a une question de logistique derrière les organisations, les événements en tant que tels. Puis... Et d'affiliation par le fait même. Oui, c'est ça. C'est ça. La FQA est à l'écoute. Est à l'écoute de tout le monde. Super. C'est ça qui va conclure notre podcast. Je pense qu'on a donné une bonne description de la Coupe du Québec et on a une meilleure idée de deux membres de la FQA maintenant, un peu de... On sait pas tout sur vous, mais on sait un petit peu. C'est correct comme ça. T'as-tu des choses à cacher? Mais c'est ça, dans le fond, est-ce qu'on pourrait juste avoir un rappel pour nos auditeurs? Quelles sont les courses? C'est quoi les dates? Donc, rappel, Coupe du Québec, c'est les 4 événements, 5, 10, 15 et demi. Donc, le 5 km course NDL le 5 mai, le 10 km de Longueuil. À Longueuil, oui. Le 10 km de l'Université Laval à Québec le 9 septembre. Le 15 km des Vergers à Rougemont le 25 août. Et le demi-marathon du Mont-Tremblant, à Mont-Tremblant, le 11 août. Alors, ça, c'est pour ce qui est des 4 événements qui composent la Coupe. Toutes les informations avec la Coupe, les détails sur le classement, les standards élites, les bourses et tout ce qui va venir autour, ça va se retrouver sur notre site web très bientôt. Alors, vous pouvez rester à l'affût dans la section « Viens courir » du site web. Et également, on vous invite à suivre nos réseaux sociaux, autant la Fédération québécoise d'athlétisme que Viens courir sur Facebook, Instagram maintenant, parce qu'on est jeune et moderne. Super. Puis en parlant de plug, Instagram, tout ça, moi aussi je vais faire mes plugs. Allez suivre la page du Monde de la course sur Instagram, Facebook, tout ça. Abonnez-vous. Si vous aimez le contenu, donnez des bons avis sur iTunes puis toutes ces affaires-là. Puis n'hésitez pas à nous donner vos commentaires, soit sur la vidéo ou sur la page. Laissez-nous savoir qu'est-ce que vous avez aimé, ce que vous avez pensé, ce que vous pensez de la Coupe du Québec. On veut entendre... votre avis, est-ce que vous pensez que c'est la meilleure chose qui est arrivée au Québec en 2019? Je pense que oui. Je pense pas qu'il y a grand-chose d'autre qui va battre ça. Mais c'est ça, on veut entendre votre opinion. Et c'est ça. C'est ça. Et merci d'être venu pour nous avoir tout décrit ça. Honneur. Puis, mais c'est ça. Merci beaucoup et à la prochaine.